Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. En ce mois de juin, nous avons décidé de donner la parole aux femmes ayant eu un projet physiologique hors maison de naissance. Aujourd'hui, nous accueillons Raphaël. Après avoir cherché désespérément une sage-femme pour un accompagnement à domicile, Raphaël devra se rendre à l'évidence que dans sa région, ce n'est pas une option pour elle et son conjoint. Elle se tournera alors vers l'hôpital où elle préparera en toute conscience son projet physiologique. Très informée, elle validera une à une toutes les étapes de son parcours jusqu'à l'accouchement. Cependant, après le constat d'un travail long et du cœur de son bébé ralentissant, elle acceptera la césarienne. Elle nous expliquera combien toutes les informations qu'elle a pu récolter l'ont aidée à accepter tout ce parcours et rester actrice de cette naissance. Son soutien et sa participation active dans le projet de maison de naissance Tiguenel n'est certainement pas pour rien dans tout ce cheminement. Aujourd'hui, Raphaël nous raconte son histoire. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour Raphaël, Bonjour. Bienvenue dans notre podcast. Merci. Merci d'avoir accepté de raconter ton histoire et ton parcours à notre micro. Ce mois-ci est un mois assez particulier. On a décidé de donner la parole aux personnes qui ont eu un suivi autre qu'un suivi en maison de naissance, que ce soit dans des pôles physiologiques ou des plateaux techniques, ou également, comme toi, des gens qui ont fait le choix de soutenir un projet de maison de naissance. Et donc, on a choisi ton témoignage pour montrer combien, malgré le fait que tu n'aies pas pu profiter forcément d'un suivi ou d'un accouchement en maison de naissance, ton engagement dans ce genre de projet permet à d'autres femmes finalement d'y accéder un jour. Et donc tout ça c'est assez important. Et on va parler donc de tout ce parcours aujourd'hui. Mais pour commencer, comme avec tous nos invités, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 36 ans et je vis dans le Finistère, à une vingtaine de kilomètres au sud de Brest, avec mon compagnon et mon fils qui a 2 ans et demi maintenant, qui est né en mai 2021. Et je suis facilitatrice désormais. Alors, c'était pas mon métier à l'époque où j'ai accouché, mais depuis 1 an, je facilite le travail en équipe, la coopération dans les équipes et dans les organisations. Donc, je suis indépendante et j'interviens auprès de plein de structures. Merci. Est-ce que tu peux nous dire où tu as accouché ? Alors, j'ai accouché dans une petite maternité pas très loin de chez moi, une vingtaine de minutes en voiture, à Landerneau, à l'est de Brest, une maternité de niveau 1. D'accord. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est niveau 1 pour ceux qui ne savent pas ? Oui, alors niveau 1, c'est une maternité où il y a tous les soins de base, mais en cas de complications pour le nouveau-né notamment, ensuite on peut être transféré en maternité niveau 2 ou 3 où il y a davantage d'encadrement et d'intervention médicale. Enfin voilà, je le précise comme ça avec mes mots, mais disons que niveau 1, c'est une maternité la plus simple possible par rapport au niveau 2 et 3. Oui. Avant de parler de ton expérience personnelle, est-ce que tu pourrais nous définir le contexte idéal pour accoucher d'après toi ? Le contexte idéal. Alors pour moi, le contexte idéal, c'est être en confiance, donc entouré des personnes dans lesquelles on a confiance dans le fait que l'accouchement se passe bien, être dans un endroit où on se sent bien, où on peut bouger et s'installer de différentes manières pour répondre à nos besoins du moment. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Ouais, la confiance, la sécurité, le confort, c'est ça, le confort. C'était un mot-clé, le confort, je pense. Je vois. Merci. Et maintenant qu'on comprend un peu mieux qui tu es, on va parler de ta grossesse, ton accouchement et ensuite du soutien que tu apportes à la maison de naissance Tiguenel, qui est encore en projet pour l'instant. Pour revenir du coup sur le commencement de l'histoire, on aimerait savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique.
Ouais, alors l'histoire, je pense que c'est d'abord les récits de naissance de ma mère, de moi et de ma petite sœur, parce que ma mère a accouché dans une petite maternité en Bourgogne, à 2 pas de la maison. Elle s'est même rendue elle-même en voiture à la maternité pour mon accouchement, seule, parce que mon père était en déplacement ce jour-là. Et puis c'était pour les 2 accouchements, des accouchements sans péridurale, avec une préparation en yoga pour sa part, maîtrise du souffle, donc des accouchements qui se sont bien passés, dont elle m'a toujours fait un récit simple, plutôt joyeux, la vie quoi. Quelque chose qui était assez fluide. Donc j'ai été marquée par ça. Et puis quand ça s'est présenté à moi, je pense que donc j'avais 33 ans, ça faisait une dizaine d'années que je pratiquais le yoga, j'ai toujours plus ou moins pratiqué la danse, donc j'ai un rapport au corps qui est... J'aime savoir ce qui se passe dans mon corps, j'aime ressentir ce qui se passe dans mon corps. Et donc cette aventure physique et physiologique, je la voyais comme quelque chose que je voulais sentir, éprouver, suivre attentivement et vivre pleinement. Et donc je me suis pas mal informée, j'ai pas mal cherché à savoir comment est-ce que j'avais envie que ça se déroule. On a Internet, on a beaucoup d'informations accessibles. Et puis j'ai pas mal lu d'ouvrages autour de la naissance physiologique. Et donc en lisant davantage sur la naissance physiologique, je me suis dit que oui, j'avais envie d'aller sur cette voie-là parce que je m'en sentais à la fois capable et j'en avais très envie. En fait, j'envisageais que tout se passe le plus physiologiquement possible. Donc j'ai cherché à m'en donner les moyens. Et comment tu as pu mettre ça en place de manière effective ? Quelles étaient les options finalement pour accoucher physiologiquement près de chez toi, en ayant finalement été bercé par ces récits joyeux de ta maman et toutes tes lectures qui t'ont motivé ? Alors, près de chez moi, quand j'ai cherché quel était l'endroit où je pourrais accoucher de manière physiologique, j'ai découvert l'existence des maisons de naissance en France. J'ai rapidement vu que dans le Grand Ouest, il n'y en avait pas. La plus proche, c'était celle de Paris. C'est d'ailleurs là que j'ai croisé la route du projet Tiguenel, dont on parlera tout à l'heure. Et je me suis renseignée sur l'accouchement à domicile, puisque c'est une option que j'ai envisagée sérieusement, parce qu'au fil de mes lectures et au fil de ce que je comprenais comme les conditions qui me correspondraient le mieux pour vivre cet événement, je l'envisageais chez moi, à une vingtaine de minutes d'une maternité. Il y avait Brest ou Landerneau à proximité. Sauf que cette option, elle n'a pas pu se réaliser parce qu'il y a très très peu de sages-femmes en France qui pratiquent l'accouchement à domicile, parce que c'est difficile de le pratiquer pour elles, et que c'est un engagement vraiment très important de leur part en termes de conciliation vie professionnelle, vie privée, c'est vraiment du militantisme. Donc j'ai quand même échangé avec une sage-femme sur Brest qui l'avait fait, qui le faisait plus. On a eu un entretien avec une autre qui était sur Douarnenez et qui avait prévu de partir en vacances au moment de mon terme. Et donc c'était pas possible pour cette raison-là. Donc je me suis résignée donc à ne pas aller sur cette option-là et à choisir d'aller dans la maternité la plus proche de chez moi et à la fois la plus petite en termes de taille et du coup la plus, je dirais, à taille humaine et qui proposait un accompagnement qui me correspondait le plus par rapport au grand CHU de Brest. Et donc je me suis tournée vers la maternité de Landerneau qui avait une salle nature et qui du coup était vraiment à moins de 20 minutes en voiture de chez moi. Mais finalement un compromis à petite échelle par rapport à ton envie, quoi. Oui, c'est ça. C'est dommage que la sage-femme prenne ses vacances au moment de ton terme. Ça a dû être un petit peu frustrant. Alors frustrant et en même temps connaissant leur rythme, j'ai tout de suite bien compris que c'était nécessaire aussi. Bien sûr. Et puis a posteriori avec l'histoire de cette naissance, de toutes les manières, puisque j'ai dépassé le terme très très largement et que j'ai été déclenchée ensuite, comme je vais vous le raconter, ça n'aurait pas pu se passer avec elle dans tous les cas. Ouais. Mais par contre, dans la perspective d'avoir un accompagnement, alors pas global jusqu'à la naissance, mais un accompagnement avec quelqu'un de confiance, j'ai continué à aller voir la sage-femme libérale que je voyais depuis quelques années pour mon suivi gynécologique sur Brest et que du coup je connaissais très bien et avec qui j'étais en grande confiance. Et donc c'est avec elle que j'ai fait mon suivi de grossesse et puis mes séances de préparation à l'accouchement et à la naissance seule et puis avec mon compagnon, avec en plus vraiment du sur-mesure puisqu'elle faisait de l'individuel dans la période post-Covid.
Mais justement, c'est parfait que tu parles de ça parce que je voulais te demander un petit peu comment se sont passées les visites mensuelles. Là, tu viens d'évoquer que tu as eu ce suivi avec cette sage-femme libérale qui faisait ton suivi gynécologique habituel. J'imagine qu'il y a dû avoir aussi des consultations ou autres qui ont été faites à la clinique où tu as accouché. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le déroulé de ce suivi en termes de visites mensuelles et aussi s'il y avait des actes médicaux qui étaient pratiqués par les uns ou les autres? Alors le suivi aurait pu être fait à la maternité de Landerneau, à partir, si je me souviens bien, du 4e mois. Sauf que ça n'a pas été mon choix, du coup j'ai voulu continuer avec la sage-femme que je connaissais bien. Donc c'est avec elle que j'ai fait mon suivi. Ah là là, ça remonte sur les actes médicaux. C'était assez simple. Moi, ce que j'aime beaucoup chez la sage-femme qui me suivait, c'est qu'elle était vraiment très prévenante sur tous les examens. Et puis, elle était vraiment pas sur des examens systématiques. Enfin, ça s'est fait vraiment en fonction de ce que je pouvais lui raconter, de ce que je pouvais ressentir. Et puis, ça a été aussi très lié à comment je vivais cette grossesse et pas du tout orienté que autour de la santé du bébé et de ma santé physique. C'était aussi autour de ma santé mentale et de mon vécu de cette période et de la préparation de l'arrivée de l'enfant. Et j'ai simplement fait la consultation du 8e mois à la maternité, puisqu'il fallait que je rencontre effectivement l'équipe en place. Sachant que cette maternité, elle a une équipe de sages-femmes, une grande quinzaine de personnes, je crois. Donc ce qu'ils proposent, c'est qu'on puisse rencontrer un certain nombre de sages-femmes durant les visites de suivi, avec du coup plus de chances de connaître les personnes qui seront là le jour de l'accouchement. Mais j'ai pas opté pour ça, parce que je préférais quand même rester avec la personne avec qui j'avais déjà une relation de confiance depuis plusieurs années. Mais néanmoins, du coup, voilà, sur les derniers examens, j'ai rencontré l'équipe de la maternité. Et puis, j'ai eu un suivi plus rapproché à partir du moment où j'ai dépassé le terme officiel avec du coup des rendez-vous tous les 2 jours pour s'assurer qu'il y avait bien l'eau qu'il fallait dans la poche des os, que le bébé se portait bien, etc. Je trouve ça intéressant qu'ils aient cette façon d'aborder les choses pendant le suivi, même si ça n'a pas été ton choix, de proposer en tout cas de rencontrer au maximum l'équipe, en plus vu que c'est une clinique, comme tu disais tout à l'heure, à échelle humaine, dans le sens petite équipe et tout ça, il y a possibilité finalement de pouvoir rencontrer le personnel. Je trouve ça chouette. Oui, c'est ça. C'est une petite maternité qui porte ça, qui a une approche physiologique, des sages-femmes qui sont très favorables et formées. Je pense que l'établissement, la configuration de l'établissement avec seulement 3 salles de naissance et un nombre d'accouchements par an qui n'est pas énorme, alors ce qui les met aussi en difficulté sous certains aspects, ça permet aussi aux sages-femmes, quand il y a une seule femme ou 2 qui accouchent dans la nuit, d'être beaucoup plus près des parturientes, des femmes qui accouchent, et d'être plus dans l'accompagnement s'il y a des projets d'accouchement physiologique. Ouais. Ouais. Mais c'est chouette qu'il y ait encore des petits lieux comme ça qui le proposent. Oui, alors malheureusement, dernièrement, ils sont aussi en difficulté. Ils ont fermé parfois par période de 1, 2, 3 semaines. J'ai plus exactement les périodes parce qu'en fait, il manque de professionnels, si je me trompe pas, notamment d'anesthésistes ou de gynéco. En tout cas, sur la difficulté des petits établissements à attirer des professionnels de santé, il y a un peu danger. Donc là, voilà. Il faut se battre aussi pour qu'ils se maintiennent. Oui, mais il y a toujours de toute façon des points positifs et des points plus difficiles quand il s'agit d'établissements à petite échelle. Quoi qu'il en soit, t'as évoqué l'anesthésiste et justement, je me disais, t'as parlé donc du rendez-vous à partir du 8e mois. J'imagine que t'as eu un rendez-vous avec l'anesthésiste aussi à un moment donné. Ah oui, alors ce rendez-vous, il était en distance par téléphone puisque c'était la période encore Covid. Et je rigole parce que ça a été un échange... Heureusement que j'étais très sûre de moi et très droite dans mes convictions et dans mes savoirs par rapport à ce que je souhaitais, parce que ça a été froid. En fait, l'anesthésiste m'a appelée pour faire le bilan et puis elle a fait un petit check de ma situation, et à partir du moment où je lui ai dit que j'espérais ne pas avoir recours à la péridurale parce que j'avais un projet d'accouchement physiologique, je sais plus exactement d'ailleurs, ça fait longtemps que je me suis pas remémoré ce moment-là, mais il a dit un truc du genre je vous souhaite bien du courage. Dans tous les cas, il ne comprenait pas du tout que je souhaitais simplement accoucher comme ça, c'était pas une option envisageable, j'ai l'impression.
situation à ses yeux. Et donc, je suis restée très calme. Et puis, il a fini par me raccrocher. Enfin, pour lui, l'entretien était terminé. Il a fini par me raccrocher au nez. En tout cas, moi, je le considère comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'au revoir, quoi. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui, moi, m'a fait beaucoup rire parce que je considère que j'étais très informée sur la façon dont, effectivement, des personnes dont c'est le métier peuvent percevoir le fait qu'on rejette cette anesthésie, cette péridurale, alors que moi, c'est pas le cas absolument. Mais en tout cas, moi, j'étais dans un échange avec lui où je lui faisais part du fait que, voilà, mon projet, c'était celui-ci. Donc, même en blaguant, je lui disais, j'espère que je n'aurai pas à l'utiliser. Et de son côté, ça n'a pas été entendu et ça a été un peu un moment de blocage, voilà. Oui, bah c'est marrant, j'ai l'impression que... Bon, toi, c'est un projet d'accouchement physiologique hors maison de naissance, mais même dans le cas des maisons de naissance, les anesthésistes, c'est pile ou face. Leur réaction face à ce genre de projet, parce que, comme tu dis, ils associent ça à un rejet total, et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a un projet où on souhaite éviter, faire autrement, c'est qu'à un moment donné, on reste un peu lucide sur l'éventuelle nécessité que ça aurait. Dans la compréhension que j'ai de ce genre de situation, ce que je me dis, c'est que c'est des personnes dont le métier est centré autour de ce soin-là et de cette action-là, et que du coup, il y a une méconnaissance de ce que ça peut être d'imaginer faire sans. Et donc, c'est une méconnaissance finalement, et du coup, une incompréhension qui se niche dans certains échanges entre des femmes qui ont des projets physio et certains soignants qui ne saisissent pas bien comment ça peut se passer et quel intérêt ça a à se passer comme ça, quoi. Ouais. Mais heureusement, il y a aussi des anesthésistes qui sont absolument contents d'accueillir ça. Maintenant que tu nous as expliqué un petit peu comment s'étaient passées les consultations, les choix que tu avais faits entre ta sage-femme libérale et la clinique, on aimerait bien savoir, vu que tu l'as également évoqué, comment se sont déroulées les séances de préparation à l'accouchement. Alors les séances, je les ai faites avec ma sage-femme libérale qui proposait notamment de l'hypnose, en tout cas un peu méditation, donc qui m'ont permis, j'ai fait 3 séances je crois avec elle d'hypnose qui m'ont permis de visualiser, de me projeter dans le moment, dans l'acte de l'accouchement, de la naissance. Et puis on a eu plusieurs rendez-vous avec mon conjoint aussi pour se préparer, d'abord échanger sur comment ça allait, comment on envisageait l'arrivée du bébé, et puis se préparer sur l'allaitement, puisque je souhaitais allaiter, et puis sur toutes les techniques qu'on pourrait mettre en œuvre le jour J pour soulager l'intensité des contractions, la douleur, voilà, que lui puisse trouver sa place à mes côtés, puisque c'est lui qui était là ce jour-là. Et puis qu'on puisse s'entraîner finalement, découvrir un petit peu quelles étaient les différentes postures que je pourrais utiliser le jour J. Et notamment, par exemple, on a regardé les différents points d'acupression dans le bas du dos, des possibilités de me suspendre à lui, voilà, ce genre de choses. Ça devait être riche et intéressant pour vous deux. Très riche, c'est des choses qu'on a pu mettre en application en partie ensuite, ouais. Tant mieux. Enfin, on aimerait savoir aussi si en parallèle du coup de ta sage-femme de confiance, tu avais aussi vu d'autres professionnels de la périnatalité ou de la grossesse et de l'accouchement en parallèle de ce suivi-là et du suivi à la clinique. Oui, carrément. Alors moi qui faisais du yoga depuis plusieurs années, j'ai trouvé là un cours de yoga prénatal avec une prof qui proposait ça donc aux femmes enceintes, et j'ai pu suivre ce cours malgré une période un peu particulière avec le Covid, puisqu'on faisait un cours en petits groupes qui m'ont permis, c'était vraiment des cours qui m'ont permis de travailler à la fois la souplesse, le souffle, la détente, et aussi des petites sessions de méditation qui permettait de se projeter positivement dans tout ce qui nous attendait. Donc ça a vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée sur les dernières semaines, même les 3-4 derniers mois. Je faisais du yoga très très souvent, pas quotidiennement, mais j'arrivais à le faire plusieurs fois par semaine pour vraiment soulager mon corps, et je pense que ça m'a aussi aidé à bien vivre la grossesse. Et puis au fil de mes lectures, j'avais découvert les sons graves et l'intérêt des sons graves dans le moment de l'accouchement. C'est notamment dans le guide de la naissance naturelle de Ina May Gaskin, sage-femme américaine, que j'avais vu des récits autour de ça, je pense. Et donc ces sons qui sont très graves et qu'on va chercher assez loin en nous et qui nous aident à se détendre et puis à se concentrer sur le chant plutôt que de rester peut-être trop concentré sur la contraction et de pas assez se détendre. Et alors du coup, j'avais réussi à trouver en local une prof qui proposait des cours de chant prénatal, mais on avait fait ça en visio.
chaud parce que c'était le contexte. Ça n'avait rien d'idéal, mais j'avais pris 2 ou 3 séances de chant avec elle pour explorer ces sons, ces techniques. Donc j'étais sur mon ballon à chercher mes sons graves dans ma maison pendant qu'elle était de l'autre côté de son écran. Et ça m'a beaucoup apporté parce que c'est des choses que j'ai utilisées pendant l'accouchement. C'est vraiment des choses qui m'ont permis d'avoir quelque chose sur lequel me raccrocher. Et puis peut-être que ce serait venu d'une certaine manière, de façon spontanée, si je l'avais jamais exploré. Mais au moins là, c'était un chemin déjà tracé. Je savais que ça pouvait être une façon de me faire tenir au moment des contractions. Oui, c'est bien d'avoir des repères en fait et des guides. Et du coup, une fois que tu avais exploré tout ça, à distance et en présentiel, est-ce que tu te sentais prête ? Oui, je crois que je me sentais assez prête parce que j'avais glané beaucoup d'informations. J'étais entourée de fait aussi par des sages-femmes qui faisaient beaucoup d'accompagnement global avec les sages-femmes qui faisaient partie du projet Tiguenel. Et donc je me sentais plutôt en confiance et puis j'avais été entourée de bons conseils. En tout cas, j'aime pas le mot conseil dans le sens où il faut qu'il soit bien approprié par les personnes qui les reçoivent, mais j'avais hâte d'y être en fait. J'avais hâte de l'aventure que ça allait représenter. J'avais vraiment une projection très positive sur ce moment-là. Donc j'étais enthousiaste à l'idée, même si du coup j'avais des réticences que je travaillais à atténuer sur le fait d'accoucher dans une maternité, avec le cadre médical que ça représente et l'établissement. C'est une maternité au sein d'un hôpital. C'était pas l'endroit où j'aurais rêvé accoucher par rapport à mon idéal pour favoriser la physiologie. Néanmoins, j'avais travaillé à créer les conditions pour l'accepter le plus possible. J'avais notamment préparé un projet de naissance dont je ne vous ai pas encore parlé, qui avait pu être lu par une sage-femme que j'avais eu en rendez-vous. En fait, j'avais eu un rendez-vous, je ne sais pas si c'était le 8e ou le 9e mois, en tout cas, une des 2 visites que j'ai fait là-bas, où on avait regardé mon projet de naissance en détail, où elle avait pu me faire des retours, des annotations aussi par rapport à ce que moi j'avais exprimé dedans. Et sur ce projet de naissance, j'avais vraiment eu à cœur de me présenter moi, avec l'idée qu'elle me connaisse. Et que le jour où j'arrive, elle sache du mieux possible comprendre quelles étaient les choses dont j'aurais besoin et qui me feraient du bien. Et donc c'était pas, alors je le dis un petit peu comme ça, sans jugement j'espère, mais une liste de courses, comme j'ai pu voir des projets qui ressemblent un petit peu à des souhaits très liés au médical ou justement à du non médical. J'avais essayé de prendre de la distance par rapport à ça en me disant que ce que je souhaitais le plus, moi, de façon transversale, c'est qu'on m'informe de ce qui allait être fait, et notamment quand ça allait toucher à mon corps. Du coup, c'était un principe général qui était là à tout moment, et qu'ensuite, selon les situations, j'aviserais, mais en étant dans le dialogue avec l'équipe de la maternité. Et donc ce principe-là avait été bien entendu, bien lu, bien compris et totalement accepté. Et puis, alors du coup, moi, je racontais un peu plus qui j'étais, et notamment le fait que j'étais pas pudique, que je souhaiterais être nue, si ça se présentait, parce que ce serait le plus simple pour moi, que ça me dérangerait pas du coup d'être nue avec une sage-femme dans la pièce. Je racontais un petit peu aussi qui on était et comment on s'était préparé avec mon compagnon à cette naissance. Et disons que j'étais dans une façon de me présenter assez détaillée, presque littéraire en fait, dans mon projet de naissance. J'étais pas juste dans voilà ce que je souhaite, ma liste de courses. Encore une fois, je fais un raccourci comme ça. Et je crois que ça a contribué à créer les bonnes conditions là dans cette maternité, puisque voilà, j'ai été même jusqu'à envisager qu'il y ait une césarienne. Et l'histoire va démontrer que c'était utile. Et à me poser la question, dans le cadre d'une césarienne, qu'est-ce que je souhaiterais ? Comment est-ce que je souhaiterais que les choses se passent ? Et à ce moment-là, au moment de l'échange avec la sage-femme qui lisait mon projet de naissance, voilà, moi je lui ai raconté, j'ai entendu dire qu'on pouvait du coup aussi décrire tout ce qui se passe au moment d'une césarienne. Moi j'avais besoin de savoir, vu que je voulais savoir ce qui se passait dans mon corps, ce qui se passerait s'il y avait une césarienne, quand est-ce que le bébé sortirait, quels seraient les gestes en fait qui seraient faits à ce moment-là. Et puis elle m'avait dit aussi vous pouvez pousser en cas de césarienne. Donc voilà, sur mon projet de naissance, je l'ai revu dernièrement, il y avait les annotations, femme souhaite pousser, etc. Et donc elle m'avait dit, voilà, là on est en période Covid, votre compagnon, avec le protocole Covid, théoriquement il ne pourra pas rentrer dans la maternité, mais le jour J, vous demandez, selon les équipes, il y a des possibilités, etc. Tout ça, ça avait pu poser aussi un bon contexte pour que je me dise, le jour J,
les personnes avec qui je serai, elles auront lu ce projet, puisque c'est une petite équipe et c'était lu par toute l'équipe. Donc voilà, mes appréhensions face au fait que ça se passe dans ce cadre médical malgré tout, puisque c'est une maternité dans un hôpital, elles étaient atténuées par ce contexte favorable que j'avais su créer. Mais je crois, à chaque fois que je le raconte, je crois que je fais partie de personnes qui ont été très informées, en tout cas qui ont cherché un maximum d'informations autour de ça. Et mon cheminement dans les projets de maison de naissance aussi à ce moment-là m'a permis d'être au plus près de la connaissance des possibilités, des choix des femmes dans un contexte comme celui-ci. Du coup, je me sentais aussi légitime et en confiance pour demander, pour m'affirmer et affirmer mes besoins et mes demandes. Voilà. Et ça, je crois que malheureusement, c'était très précieux et j'ai eu une grande chance d'avoir pu vivre ça parce que je pense que c'est pas le cas d'une grande majorité de femmes en France, loin de là, au moment de vivre ce moment particulier de la vie qui est la naissance. Oui, comme tu dis, c'est sans doute pas la majorité, mais c'est chouette de noter que ça peut quand même être le cas. Maintenant que tu avais l'air d'avoir amassé tous les outils nécessaires pour accoucher, est-ce que tu peux nous raconter comment tu les as utilisés, mais surtout est-ce que tu peux nous raconter le jour J? Alors le jour J, il est arrivé à dépassement J+6, où on s'est rendu à la maternité le matin pour un contrôle en se disant c'est un peu le dernier jour là. Et donc arrivé là-bas, l'équipe médicale en place nous a dit le plus raisonnable là ça va être de déclencher aujourd'hui. Je m'étais préparée à l'idée éventuellement de dire non, si tout va bien dans le sens où il y a encore assez de liquide amniotique, je préfère attendre encore que ça vienne naturellement. Et puis en fait je crois qu'on était impatients, on n'en pouvait plus d'attendre. C'est aussi l'effet calendrier à partir du moment où il y a une date de terme dépassée. On a envie que cet enfant arrive. Et voilà, on s'est dit ok, on rentre à la maison, on va préparer les affaires et puis on revient en début d'après-midi pour le déclenchement. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un déclenchement avec le Propes, qui est un tout petit tampon qu'on met comme un tampon quand on a nos règles, mais en minuscule, qui va commencer à diffuser des hormones. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, si c'est le Propes, c'est bien parce que je vais pouvoir être libre de mes mouvements. C'est pas une perf avec de l'ocytocine, par exemple. Donc je me suis dit, on y va, on se lance malgré le déclenchement dans ce qu'on a prévu. À ce moment-là, les sages-femmes n'ont rien dit de particulier sur le fait qu'avec un déclenchement, les contractions sont quand même beaucoup plus rapprochées et la cadence est plus intense dès le début. Et en fait, c'était très bien comme ça, puisque j'ai fait avec ce que je ressentais et ce qui arrivait, sans présupposer sur comment j'allais vivre le truc. J'ai bien réagi au déclenchement. Du coup, au bout de 2 heures, j'avais des contractions qui n'ont pas arrêté d'augmenter en intensité. Et donc, on s'est installé dans une chambre de la maternité pour attendre que ça vienne, que le travail commence. Je pense qu'aux alentours de 19h-20h, parce que c'était début d'après-midi, ça commence à être assez intense. J'ai pu prendre un bain qui m'a bien soulagée. Et puis vers minuit, le travail était vraiment commencé. Et donc les sages-femmes m'ont dit on peut aller en salle de naissance. T'étais avec ton compagnon tout le long là ? J'étais, ouais, tout à fait. Ouais, j'étais avec lui, on était tous les deux. Et puis à partir de ce moment-là, en salle de naissance, il y avait aussi une sage-femme avec nous qui est restée à nos côtés tout du long quasiment, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'autres accouchements cette nuit-là, je crois. En tout cas, j'imagine, parce que j'étais pas à côté pour voir. Et donc, moi, je suis allée très longtemps dans la baignoire. Il y avait une baignoire dans cette salle nature. Là, à ce moment-là, c'est vraiment l'eau chaude qui a fait son effet. Donc, les contractions venaient. Je me mettais à 4 pattes. Mon mantra, c'était bouche molle, col mou. Je faisais le cheval pour relâcher au maximum. Et ça m'a tenue pendant 2 heures, 3 heures, je pense. Donc j'étais dans cette dynamique-là. Quand la contraction devenait la plus intense, je commençais à aller vers les sons graves. Et puis, dès qu'elle redescendait, j'allongeais ma tête au bord de la baignoire dans les bras de mon compagnon. Et on a tenu ce rythme-là pendant un moment infini. En tout cas, moi, j'étais dans ma bulle. Je pense que je regardais plus trop l'heure, mais quand je levais le nez, il y avait 1 heure qui était passée. Je voyais pas le temps passer. J'étais très concentrée sur cet enchaînement-là. Je pense que c'est une sorte d'hypnose presque. En tout cas, je le vois comme quelque chose de ce genre. Et donc, j'ai été comme ça pendant un bon bout de temps, jusqu'à sortir de l'eau, être aussi suspendue avec des tissus sur un ballon. On est sorti de l'eau à un moment donné pour qu'elle puisse vérifier le battement du cœur. Et puis, elle l'a pris à plusieurs reprises parce qu'il y a des moments où elle sentait que c'était pas tip-top.
je saurais pas dire autrement. Et puis à un moment donné, elle a voulu revérifier plus sérieusement parce qu'elle sentait qu'il y avait des faiblesses. Donc je me suis allongée sur la table. Là, à ce moment-là, pour moi, ça a été très compliqué de tenir les contractions, enfin sur la table, sur le lit. Et puis elle a senti qu'il y avait des irrégularités. C'était un peu en même temps que c'est arrivé. Il était pas loin de 4h du mat. Et à ce moment-là, moi, j'ai dit bon, je souhaite avoir une péridurale. C'est très long là. Et puis j'étais ouverte entre guillemets, j'étais ouverte à 7, donc on n'était plus très très loin. Mais ça devenait difficilement tenable et elle avait une inquiétude. Donc à ce moment-là, on est sorti de la bulle dans la pénombre dans laquelle on était dans la salle physio pour basculer du côté d'une autre salle de naissance qui était juste à côté, mais qui était adaptée pour la péri et tout ce qui allait avec. Donc l'anesthésie s'est arrivée, on a fait la péridurale et à ce moment-là, moi j'ai été dans un soulagement parce que j'avais pu à tenir mentalement et physiquement le marathon que je tenais depuis 12 heures quasiment. Alors ça a été particulier pour mon compagnon parce qu'il a vu basculer... Il nous a vu basculer dans un monde très médicalisé d'un coup, alors que c'était tout l'inverse auquel on s'était préparé finalement et auquel je me préparais lui avec. Pour moi, ça a été un soulagement parce qu'à partir du moment où j'ai pris cette péridurale, parce qu'il y avait quelque chose d'inquiétant et puis de toute façon il fallait agir autrement, je m'en suis remis au corps médical, dans le sens où j'avais fait le maximum de ce que je pouvais faire, mais là il y avait autre chose à faire. Et on est resté dans le dialogue à ce moment-là. Malgré le fait que il y a beaucoup plus de gens qui arrivent dans la pièce parce que il y a une urgence, en tout cas il y a une inquiétude au niveau du rythme du bébé. Et le gynéco qui est venu à ce moment-là, il a essayé de voir si la naissance pouvait se faire par voie basse, mais mon bébé était très très haut en fait, il est resté très haut dans le ventre, il descendait pas, en tout cas pas assez. Et à ce moment-là, il m'a dit, je crois qu'il faut que ce bébé il naisse par césarienne. Mais on est resté dans le dialogue. Il est venu me voir pour m'en parler. Enfin tout s'est fait de façon. Alors moi j'étais un petit peu shootée avec la césarienne, je pense, mais j'ai le souvenir qu'à ce moment-là, les choses se sont faites de façon, malgré l'urgence, malgré le fait que il y avait besoin d'agir vite, se sont faits dans le dialogue. Et donc à ce moment-là, j'ai demandé est-ce que mon compagnon peut venir avec moi en salle de césarienne ? Et les soignants qui étaient présents ont dit oui, ok. Ouais, cool. Ouais. Et donc voilà, on a été transférés dans le bloc opératoire. Et donc c'est là-bas que mon fils est né. C'est intéressant de raconter ce passage-là aussi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi j'ai, avec mon compagnon, demandé à ce qu'il nous raconte ce qui se passe. Enfin, c'est lui qui a porté ma voix. Le gynéco m'a dit il nous a dit là je suis un peu occupée mais je peux pas. Mais par contre c'est un des infirmiers qui était à côté qui m'a décrit en quelques mots les différentes étapes à l'oreille. Donc malgré le contexte, malgré le champ opératoire, malgré tout ça, j'ai pu suivre un petit peu ce qui se passait parce qu'avec la péridurale qui avait été renforcée pour l'anesthésie locale du coup, puisque j'étais en anesthésie locale pour cette césarienne, j'ai pas été entièrement endormie vu que j'avais eu une péri juste avant. J'ai pu avoir un petit peu le récit de tout ça. Et donc Zéphirin est né à ce moment-là, à 5h, à 5h08. Une fois que les sages-femmes ont un petit peu réanimé mon fils qui a eu un petit peu du mal à se remettre de ce qu'il venait de vivre, je pense, dans l'attente de sortir. Ils l'ont apporté à mes côtés au niveau du visage, j'ai pu lui faire quelques bisous. Et puis ensuite, il est parti tout de suite en peau à peau avec son papa pendant 3/4 d'heure, le temps que l'opération se termine pour moi. Et puis en salle de réveil, je l'ai rapidement eu sur moi pour la première tétée. En peau à peau, il était près de toi ou il était dans une autre pièce ? Non, il était dans une autre pièce. Il était à côté, il n'était pas dans le bloc où moi j'étais recousue, etc. Et puis après, il est venu, dès que moi j'étais dans la salle de réveil, il est venu avec lui. Ça c'est cool, c'est pas toujours le cas. Il y a des salles de réveil où on est obligé d'attendre la fin du protocole de surveillance pour pouvoir voir son bébé, donc c'est cool. Ah ouais, là c'est une maternité qui est vraiment très très branchée sur le pot à pot, sur le lien à ce niveau-là, donc je pense qu'il favorise ça beaucoup. Ouais. Et donc sur ce récit, je crois que moi j'ai tendance à dire, parce qu'après quand je disais oui il est né par césarienne, tout ça pour ça, mais en fait moi je dis mais je l'ai vécu en fait cet accouchement. Je pense que si j'avais vécu une césarienne sans sentir tout ce qui se passait avant, j'aurais sûrement eu un manque fort de quelque chose. Et que là, en fait, je me suis préparée à un accouchement physiologique. J'ai fait tout un long travail de façon physiologique, malgré le déclenchement qui amenait quelque chose qui en soi n'était pas un déclenchement naturel, c'est pas venu tout seul. Mais j'ai accompagné ce que mon corps vivait de façon la plus, avec mes astuces physiques, avec mon mental, et puis mon compagnon à mes côtés, et puis l'eau chaude, et puis les postures, etc. Et du coup, c'est parce que j'ai vécu aussi comment mon corps s'ouvrait, j'ai ressenti tout ça,
que je me suis sentie prête aussi à ce que ça se passe, je pense, de la façon dont ça s'est passé, avec l'urgence qui s'est imposée au niveau du rythme cardiaque qui faiblissait. Oui. Après, 12 heures d'accouchement et 7 cm, c'est quand même une bonne partie de l'accouchement. C'est ça. Donc en effet, tu avais eu le temps de goûter à ce que c'était et de ne pas être trop frustrée quand t'es volé ce moment aussi, parce que c'est un peu ça Exactement. aussi parfois. Parce que la césarienne, il y a un peu ce côté on est enceinte, on n'est plus enceinte, et c'est un peu on-off, et du coup la possibilité d'avoir ce cheminement est intéressante, notamment quand ils disent de pousser, ça correspond aussi à cette notion de passer de l'autre côté aussi. Ouais, c'est ça. J'ai dans la temporalité, ce voyage-là, il s'est fait aussi, et dans le temps et dans mon corps. Ouais. Tu disais plutôt dans l'interview, enfin t'en reparles là également, sur le fait que t'étais préparée à cette césarienne. Mais qu'est-ce qu'il en a été au moment vraiment où on te l'a annoncé? Comment tu l'as vécu? Alors, en fait, à ce moment-là, on est dans la salle de naissance avec ma poche des os qui vient d'être rompue, qui est très teintée, le rythme cardiaque qui est faiblissant. Donc, à ce moment-là, quand le gynéco me propose de mettre les pieds dans les étriers, de voir où j'en suis, de voir si je peux pousser, moi, je me retrouve dans une situation délicate où je ne me suis pas du tout préparée à ça. Et où là, à ce moment-là, je crains qu'on soit sur un accouchement avec forceps et qu'on aille vers quelque chose qui soit vraiment forcé vis-à-vis du corps, enfin qui soit vraiment l'inverse de ce à quoi j'aspire. Donc au final, quand le gynéco voit que c'est difficile à ce niveau-là, enfin que c'est pas envisageable de cette manière-là, qu'il me propose la césarienne parce qu'il y a urgence, je suis soulagée parce que je me dis que cet enfant va venir. Et qui va venir de cette manière-là, qui n'est pas celle que j'aurais rêvé. Enfin voilà, accoucher par voie basse, c'était vraiment un souhait. Mais je suis soulagée, ouais, parce qu'il est temps en fait. Enfin, et puis j'ai une nuit d'accouchement dans les pattes et la fatigue qui est là, et puis on perd un peu. Enfin, à partir du moment où l'urgence intervient, j'étais assez claire dans ma tête que voilà, je m'en remettais vraiment à l'équipe médicale de la maternité. Je pense que c'est plus compliqué pour mon compagnon à ce moment-là parce que lui, il n'est pas dans mon corps, il n'est pas exactement dans ma tête non plus, et qu'il voit de façon un peu plus extérieure tout ça se mettre en route. Donc il vit l'urgence, il vit voilà, le changement de décor et comment tout s'inverse d'un coup. La temporalité est pas la même aussi pour lui, parce que comme tu disais, quand les femmes accouchent, exactement, le temps est long mais il passe vite. Il y a un peu cette temporalité étrange entre les deux, et les accompagnants sont pas du tout dans la même temporalité, parce que j'imagine que 12 heures, c'est pas du tout la même façon de le vivre quand tu accompagnes quelqu'un à côté et que tu vis pas les douleurs à l'intérieur de ton corps. C'est sûr. La fatigue qui n'est pas la même, qui n'est pas... Oui, puis même ce que tu disais, Raphaël, quand tu dis il voit ça d'un regard extérieur, en fait, il y a des éléments qui lui échappent totalement, particulièrement tout le soulagement ressenti notamment. Oui, que tu as dans ta tête et dans ton corps, tout ça, lui, il le ressent pas. Je pense qu'à ce moment-là, moi, je suis dans ma bulle, parce qu'arrivé à 7 cm de dilatation, et en plus, je suis shootée par la péridurale qui, d'un coup, m'apporte un repos total. Je pourrais m'endormir, en fait. Et alors, lui comprend, je pense qu'il est dans la compréhension de mon choix. Du coup, je pense qu'à ce moment-là, lui, il voit davantage de choses que moi, je ne vois pas, en fait, parce qu'il voit le monito qui indique les rythmes plus faibles, il voit d'une autre manière tout le corps médical qui s'agite. Il a plus de données médicales. Exactement. Presque, en fait. Il est beaucoup plus plongé dans le côté médical et urgence, alors que moi, je suis dans la détente et je me relâche, en fait. Et comme tu dis, tu fais confiance à l'équipe aussi, et tu suis ce que ton corps te guide de faire aussi, quoi. Ouais. T'es dans un soulagement, en fait. Exactement. Et de la même manière, quand lui il va me rejoindre en salle de césarienne, le temps de s'équiper, il va aussi être face à tout le côté très médical de tout ça, voir mon ventre prêt à être incisé pour la césarienne, etc. Chose que moi je vis avec un tout autre regard, en fait. Et donc je pense que, je sais pas laquelle des places est la plus facile, en tous les cas, elles sont très très différentes. C'est vraiment des regards, des regards très... Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y en a une. Plus tôt, tu nous parlais du fait que tu avais créé un projet de naissance, et je me demandais dans quelle mesure il avait pu être respecté. Alors, tu parlais de quelque chose d'assez générique, mais j'aimerais que tu reviennes peut-être sur le sentiment que tu as qu'il ait été respecté durant cette naissance.
Je sais que la sage-femme qui nous a accompagnés sur cette... alors j'ai eu 2 sages-femmes, mais celle qui nous a accompagnés vraiment en salle de naissance sur la nuit de la naissance, sa façon d'intervenir a suivi mes souhaits en fait, dans sa façon de jamais me proposer la péridurale d'elle-même. Moi, j'ai toujours dit, je ne souhaite pas qu'on me la propose, c'est moi qui la solliciterai si je sais qu'elle est là, si jamais il y a besoin. Donc, de ne pas avoir à réfléchir, à être, je ne sais pas, est-ce que oui, est-ce que non, enfin, être justement dans une démarche où ça viendra que de moi. Elle a été très discrète. Elle nous a vraiment laissé faire notre petite danse à tous les deux, notamment dans la baignoire. Elle m'a proposé différentes assises, postures, etc. C'est des choses que je mettais en fait dans le projet de naissance en disant j'aimerais idéalement pour moi que la sage-femme ne me dise pas ça ou me propose ça, enfin soit encourageante, parce qu'en fait on est toutes différentes. Et aussi bien moi je suis pas pudique que d'autres personnes vont être très pudiques, et ça une personne qui accompagne et qui rencontre pour la première fois une femme dans cette situation ne peut pas le savoir d'entrée de jeu, et on n'a pas le temps de tout se dire en fait quand on se rencontre. Du coup tout ce qu'on peut raconter à travers un projet, s'il a le temps d'être lu et pris en main par la personne qui arrive pour sa garde, c'est quelque chose qui peut nous faire gagner du temps en fait, pour que les sages-femmes rentrent dans l'intimité de la femme et des couples de la manière la plus juste possible en fait par rapport aux attentes des personnes, je pense. Donc il a été grandement respecté à tous ces niveaux-là. Et au-delà du fait qu'il était dans les mains des sages-femmes, pour moi ça a été aussi un objet de dialogue en fait au moment de la séance où on a échangé autour de ce projet de naissance avec une des sages-femmes de l'équipe. Ce qui m'a permis de savoir, effectivement, en cas de césarienne, n'hésitez pas à poser la question pour savoir si votre compagnon peut venir. Ça, je l'aurais peut-être pas fait, en fait, parce que dans le protocole, c'était écrit que non. Enfin, c'est aussi la marge de manœuvre des soignants. Mais qui t'ont permis d'avoir, quoi, oui. Donc oui, et pour moi, il a été respecté. En tout cas, ça a été un outil de dialogue en amont et puis de dialogue en amont et puis d'interconnaissance en fait, enfin de connaissance de notre couple et de nos besoins le jour J. Qui a été très utile. Ouais. En tout cas, c'est agréable d'entendre que quand on est bien informé, comme tu disais, bien préparé, c'est possible de bien vivre un accouchement qui ne s'est pas finalement passé comme tu l'avais imaginé. Donc Ouais, je réalise qu'après coup, j'ai assez rapidement accepté cette césarienne. J'ai accepté que ça se passe comme ça. Il y a eu 2 choses qui m'ont aussi permis de mieux comprendre. Il y a eu le rendez-vous post-accouchement que j'ai organisé un peu plus tard que le créneau, que la période habituelle, parce que j'ai attendu que le gynéco qui avait été là la nuit de l'accouchement soit de nouveau en service, de nouveau de garde dans la maternité, pour avoir un rendez-vous avec lui précisément. Et j'ai pu lui demander comment ça s'était passé précisément, qu'il me raconte comment le bébé sortait. Il m'a raconté une histoire de toboggan qu'il créait avec ses mains, etc. Et en fait, moi, j'avais besoin de savoir beaucoup de choses. Et il m'a répondu à mes questions. Il a répondu à toutes les questions que j'avais. Et d'ailleurs, lors de cet échange, il m'a dit ce qu'il avait vu avant le jour du déclenchement, c'était lui qui était là. Et il avait vu aussi mon projet. Il avait vu que j'avais des aspirations, des idées, que j'étais informée. Donc on a eu une longue discussion avant d'accepter que c'était aujourd'hui qu'on allait déclencher l'accouchement. Et donc il a été particulièrement étonné a posteriori que je vive bien ce qui s'était passé, parce que je pense qu'il a dû connaître d'autres situations où des personnes qui avaient un projet d'accouchement physiologique qui se termine en césarienne le vivent mal, sont traumatisées. Enfin, il y a plein de raisons d'être mal après un enchaînement de ce genre. Et en fait, j'avais justement les échanges que je peux avoir avec vous aujourd'hui, de lui dire que je pense que j'ai la chance de faire partie d'un petit groupe de personnes en France qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là en tant que citoyenne et qui accède à beaucoup d'informations pour pouvoir se faire soi-même une idée, mieux comprendre le fonctionnement de la maternité et du monde médical autour de l'accouchement, mieux comprendre ce qui se joue et y aller en étant au clair entre mes droits, mes aspirations, et puis une compréhension aussi du contexte dans lequel tout ça va se dérouler, et une compréhension aussi de la difficulté du métier de sage-femme aujourd'hui en France, avec
une formation qui forme à la physiologie, mais qui forme aussi beaucoup à la pathologie, et du coup des lieux d'exercice qui insistent sur la pathologie ou des prises en charge très médicales, et du coup des sages-femmes qui se retrouvent dans leur carrière à accompagner très peu d'accouchements physiologiques, en tout cas à avoir la possibilité de les accompagner vraiment en étant aux côtés de la femme, en l'observant de loin, en s'assurant que tout se déroule comme il faut. Et donc du coup, voilà, et puis avec aussi des gardes où elles suivent 2, 3, 4 femmes en même temps, et du coup ça crée pas les conditions pour un accompagnement d'un accouchement physiologique de manière optimale. Et du coup c'est aussi avoir ça en tête qui permet de mieux comprendre ce qui se passe ou ce qui se passe pas en fait au moment où on arrive à la maternité. Pourquoi on est reçu de telle manière, quels sont les protocoles, enfin arriver à décrypter ça. Et pour moi là c'était plus le côté citoyenne informée mais militante des maisons de naissance qui avait accès à plein d'infos, qui pouvait mieux comprendre aussi comment ce système-là fonctionne aujourd'hui. Oui, on dit souvent le savoir c'est le pouvoir, c'est pas pour rien. Et ouais, c'est exactement ça. Ça y fait beaucoup. Et l'autre chose aussi, c'est que la toute première sage-femme que j'avais eue en entretien quand j'avais un projet d'accouchement à domicile, qui n'exerçait plus à l'époque en accouchement à domicile, qui était juste sage-femme libérale, m'avait rappelé pour savoir comment s'était passé mon accouchement. Parce que même si on avait juste eu un entretien une fois, elle fait ce suivi-là. Et au cours de la discussion avec elle, avec le récit de mon accouchement que j'avais pu lui faire, elle m'avait dit je ne sais pas si c'est ça, mais ça ressemble quand même à un cordon en bandoulière, le fait que ton enfant soit pas descendu, qu'il soit resté très haut, ton bébé soit resté très haut dans le ventre. Et donc je ne saurais jamais si c'était exactement sa situation physique dans mon ventre, le fait qu'il soit retenu pleinement par un cordon. Mais en tout cas, c'était un temps d'échange avec elle qui a été très précieux pour me dire, en fait, il y avait peut-être ça, effectivement, quelque chose qui physiquement le retenait, il ne pouvait pas sortir, et donc la césarienne était la seule issue à ce moment-là. Oui. J'imagine. C'est intéressant qu'elle fasse ce suivi et qu'elle ait pris le temps de te rappeler et d'avoir cet échange avec toi. C'est professionnel, très professionnel. Ouais, c'est même très humain aussi, je trouve. Ouais, dans le sens humain, ouais, tout à fait. Et du coup, comme tu as une césarienne, au bout de combien de temps vous avez pu rentrer chez vous? Et notamment, comment tu as vécu ce retour à la maison? Comment tu as été suivie après ce retour à la maison? Alors on est rentré, si je me souviens bien, 4 jours après l'accouchement. En tout cas, le délai classique après une césarienne. Et ce qui est très chouette, c'est qu'après, de retour à la maison, j'ai retrouvé ma sage-femme libérale avec qui j'avais fait la préparation à l'accouchement, qui a fait toutes les visites à domicile, avec qui, du coup, j'ai pu débriefer de comment s'était passé cet accouchement à la maternité, avec qui je l'avais préparé, en fait, parce qu'elle savait mon souhait d'accouchement physio et les appréhensions que je pouvais avoir sur le fait d'accoucher en maternité, en milieu hospitalier. Et puis du coup, avec elle, j'ai pu reparler de ce qui s'était passé, prendre le temps de digérer, entre guillemets, de faire le chemin d'accepter cette histoire-là et de la prendre telle qu'elle et de passer à la phase d'après, devenir maman avec ce bébé et ses premiers jours, ses premiers mois, etc. Et ça a été très précieux du coup de la retrouver elle, qui me connaissait, me comprenait depuis le cheminement de toute la grossesse. Et c'était la boucle bouclée, quoi. Exactement, c'est une forme d'accompagnement global, en tout cas dans la grossesse et le postpartum. Même si elle n'était pas là au moment de l'accouchement, en fait elle était là mentalement avec moi au moment de l'accouchement pour plein de raisons, avec l'hypnose et tous nos échanges, toutes les discussions qu'on avait pu avoir pour la préparation de ce moment. Bien sûr, ouais. Oui, ça nourrit quand même. Et pour moi, c'est quand même une forme de suivi global, même si l'accouchement n'est pas compris. Puisque l'accouchement, c'est tellement une parenthèse en plus que du coup, on n'a parfois même pas ce sentiment forcément qu'elle n'était pas là, comme tu dis, puisqu'elle nous accompagne un peu comme une petite fée sur l'épaule. C'est ça. Avec tous les outils qu'elle vous a donnés, en fait, et après ce que vous en faites le jour. C'est ça, ouais. Merci de nous avoir partagé ton expérience et tout ce que ça t'a apporté. On va parler un peu plus peut-être du projet Tiguenel à présent. Maintenant que tu nous as expliqué tout ton récit personnel, tu as aussi mis en parallèle le fait que tu avais rencontré des sages-femmes qui œuvraient pour l'ouverture d'une maison de naissance. Est-ce que tu peux nous expliquer à présent un petit peu ce qu'est ce projet de maison de naissance que tu as évoqué qui s'appelle Tiguenel? Alors en fait, j'ai rencontré les maisons de naissance par une visio qui avait eu lieu, en tout cas un webinaire autour des maisons de naissance. Donc c'était organisé par différents membres des maisons de naissance existantes. Il y avait notamment des Parents du Calme, la maison de Paris, je me souviens. Et puis en cherchant un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu
qu'il y avait un groupe de sages-femmes du côté de Lorient, dans le Morbihan, qui venait de créer une association, Tiguenel, qui portait un projet d'ouvrir une maison de naissance en Bretagne. Je les ai contactés parce que j'étais en congé maternité, j'avais du temps, période de chômage juste avant, j'avais du temps à donner et puis c'était des questions du coup qui m'intéressaient beaucoup. Et j'ai rejoint l'association qui du coup était composée à la fois de sages-femmes et puis de citoyennes lambda, en tout cas pas professionnelles, pas du métier. Et donc je me suis investie depuis 2021 dans cette association. Et puis très rapidement aussi au niveau du collectif national des maisons de naissance, puisque j'ai représenté l'association Tiguenel aux côtés d'une autre sage-femme au sein du conseil d'administration du collectif national, puisqu'il regroupe à la fois des représentants des maisons de naissance existantes et des représentants des projets de maisons de naissance qui est un peu partout sur le territoire en France. Tu nous as expliqué comment tu avais connu les maisons de naissance, comment tu avais entendu parler du projet de Tiguenel. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, mais avant ça, on se demandait quelle image tu te faisais des maisons de naissance avant d'intégrer le projet Tiguenel, quand vraiment tu as entendu parler pour la première fois de ce qu'étaient les maisons de naissance. Comment tu te représentais ça vu qu'il n'y en avait pas à proximité de chez toi ? Mais je pense que c'est le webinaire que j'ai entendu qui m'a donné un peu à comprendre de quoi il s'agissait, en tout cas d'un lieu où on vient accoucher de la manière la plus simple entre guillemets possible, dans un lieu qui ressemble à une chambre à coucher avec quelques outils, suspension, ballon, baignoire confortable pour aider à l'accouchement physio. Je pense que j'ai compris à ce moment-là du coup que c'était vraiment géré que par des sages-femmes. J'ai découvert un peu plus l'étendue du métier de sage-femme, dont je connaissais déjà une certaine diversité des pratiques avec le fait que j'étais chez une sage-femme pour mon suivi gynécologique, et c'est des choses qui sont encore assez peu connues puisque ça fait que quelques années, un petit paquet d'années maintenant, mais que c'est le cas, que c'est possible pour elle. Ouais, en termes de représentation, je pense que pour moi c'était un lieu qui innovait dans le sens qui amenait une autre possibilité, un autre type de choix pour accoucher. Et surtout, je me suis dit, en fait, ce choix, il est très restreint parce que c'est vraiment uniquement en expérimentation dans quelques villes françaises et ça n'existe pas du tout sur tout le territoire. Et je pense que dans ce webinaire, il était aussi question des modèles de structures similaires qui existent ailleurs dans d'autres pays européens ou outre-Atlantique et qui donnent à voir d'autres réalités, puisque il y a des pays où c'est beaucoup plus répandu. Oui, il y a des pays où en effet c'est un peu plus la norme. Quand tu as évoqué le CMDN, le collectif national des maisons de naissance, tu nous as dit que tu étais représentante aux côtés d'une sage-femme, et on se demandait si tu pouvais nous définir ce qu'était une usagère. C'est les termes. Souvent en maison de naissance on parle des sages-femmes et des usagers et des usagères, donc ça serait peut-être intéressant de définir en quelques mots ce que c'est une usagère de maison de naissance, parce qu'en plus dans ton cas, ça ouvre le champ à vraiment la définition, je pense, la plus large. Oui, parce qu'en fait, effectivement, les maisons de naissance sont gérées par des sages-femmes libérales, mais dans la gestion du lieu sont impliqués aussi les usagers, usagères d'abord et usagers ensuite, on va dire, les personnes qui utilisent cette maison de naissance, qui vont venir faire le suivi de grossesse, accoucher là-bas. Du coup, dans le cadre d'un projet, à la création de l'association, il y a eu la volonté d'associer à la fois des professionnels sages-femmes qui se projetaient dans l'idée de créer un lieu où elles exerceraient demain, et puis d'associer des mamans, futures mamans, couples, futurs parents, qui s'intéressent à cette possibilité-là, à ce choix-là d'accouchement, cette modalité-là. Parce que l'idée de la maison de naissance, c'est que ce soit au-delà du lieu de suivi de grossesse et d'accouchement, que ce soit aussi un lieu d'échange, un lieu d'information et d'entraide entre les parents et futurs parents, que ça puisse être un lieu de partage autour des questions de grossesse et de périnatalité, et qu'on puisse être davantage informé et gagner en confiance et en pouvoir finalement sur cette période-là de notre vie, pouvoir d'agir, de comprendre et d'agir et de faire ses choix. Et donc, dès le début, dans le projet Tiguenel, ça a été à la base, et force est de constater que dans tous nos échanges, c'est très enrichissant de mêler les deux points de vue, en fait. Ça restera l'outil de travail des sages-femmes, donc elles ont une grande part des décisions dans comment l'administrer, mais la présence des parents, c'est une présence qui permet
d'amener plein d'autres choses, une vie associative en fait, puisque actuellement c'est des structures qui sont sous statut associatif. Une vie associative, une vie autour des sujets qui concernent les maisons de naissance. Ouais. Et de fait aussi une vie militante, parce que ce sont des projets qui sont à défendre. Il y a encore un long chemin pour les faire connaître, comprendre et les développer. Et on a besoin aussi de nombreuses compétences en fait pour œuvrer à ce développement. Et dans mon cas, ma connaissance de la gestion de projet, du fonctionnement des associations, des relations partenariales avec un passé dans le secteur culturel, ça a été un atout aussi, ça a été un apport important pour le développement du projet Tiguenel. Et les compétences des autres femmes et parents associés également en fait. Donc ça permet de réunir nos forces pour défendre ce projet qui est encore atypique et peu connu en France. C'est vrai. Donc là, tu viens de nous définir un petit peu le contexte de ce qu'était justement la communauté nécessaire à la création d'une maison de naissance, que ce soit les professionnels ou finalement tous les autres humains participants. Pas forcément des personnes qui ont un projet d'accouchement, mais comme toi, des personnes qui veulent soutenir d'une façon ou d'une autre, même après avoir pu avoir un accouchement. Et on se demandait, toi, dans ton vécu personnel, comment t'as vécu le fait d'être enceinte et de soutenir ce projet en parallèle? Ah, c'est une bonne question parce que ça vient toucher quelque chose que j'ai pas mal réfléchi avant mon accouchement. C'est cet engagement politique parce que pour moi, on touche à un nouveau combat féministe. Alors avant tout pour les femmes, pour leur corps, pour leur libre choix, de savoir comment... de choisir comment elles souhaitent accoucher, de retrouver aussi une meilleure connaissance de ce moment-là, de l'accouchement, qui a en France quand même une histoire particulière. Si c'est si hospitalier, c'est aussi une histoire de la médecine, une histoire de la médecine patriarcale, avec des choix, des politiques qui ont été menées. Et dans un pays pas si loin de ça, de nous, il y a, je crois, un tiers des naissances qui se font à domicile. C'est les Pays-Bas. Et si en France aujourd'hui, les naissances à domicile sont vraiment très peu reconnues et combattues par une grande partie du corps médical et des politiques, ça joue aussi sur les regards qu'on porte sur les maisons de naissance. En fait, d'observer que ces accouchements à domicile, comme les projets de maisons de naissance, étaient très peu compris, ça faisait naître en moi une forme de révolte parce que je crois qu'il y a un combat à cet endroit-là très important à mener, qui est en train d'émerger, parce que toute la lutte contre les violences gynécologiques obstétricales, c'est un sujet qui a émergé ces dernières années, tout comme le postpartum et une autre vision de la maternité, en tout cas pouvoir s'autoriser à dire que ce moment-là était un moment qui pouvait être compliqué, éprouvant, dans lequel on pouvait mal se sentir. Tout ça, c'est des choses qui bougent, mais la question du corps de la femme et de son choix, son libre choix, des modalités d'accouchement, du coup, pour moi, c'est un combat là qui est essentiel à mener. Et donc, je me suis retrouvée à vivre ça dans mon corps, dans mon pays, à un moment donné où ce libre choix, il était limité. Il était limité et le choix que j'ai pu faire, c'était de me tourner vers des sages-femmes qui pratiquaient l'accouchement à domicile, sauf que cette pratique étant tellement combattue et peu encouragée, elle n'existe quasiment pas et donc je n'ai pas pu y accéder. Et donc je me suis retrouvée à choisir entre une maternité de niveau 1 et une grosse maternité de niveau 3, donc j'ai pu choisir la petite. Et je pense que je suis arrivée à un moment donné avant l'accouchement à me dire il faut que je laisse de côté ce combat politique qui me révolte pour que cette colère qui me guide vers l'idée de changer des choses pour le bien de notre société, le bien des femmes et le bien des enfants aussi, elle puisse se déposer un temps pour que je vive mon accouchement de façon plus sereine, en acceptant les conditions qui se proposaient à moi à ce moment-là. Et puis il y avait cette idée aussi, parce que les maisons de naissance attirent aussi des personnes qui ont un projet de naissance prochain, vraiment. Les maisons de naissance, c'est un temps très long, là. On s'engage dans une transformation qui prendra des années et des années. Et si dans 30 ans, il y a une maison de naissance par département, on aura gagné notre combat, Enfin, on sera en chemin. Et du coup, il fallait accepter que c'était deux choses qu'il fallait un petit peu dissocier parce qu'elles avançaient de façon parallèle, mais cette grossesse en cours, elle avait une histoire ancrée dans le temps présent et les maisons de naissance, c'est un avenir proche, j'espère, mais on n'y est pas encore. On leur souhaite.
Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi de soutenir le projet Tiguenel? Ben déjà, c'est ma région, la Bretagne. C'était un des rares projets qui existait. Il y en a un autre qui a émergé sur Rennes, Rennes-Saint-Malo, et qui finalement s'est arrêté faute d'hôpital partenaire avec lequel entamer le projet. Donc Lorient était loin, mais à l'époque, on faisait tout en visio. Du coup, la mise en lien et l'investissement a pu être possible parce qu'en fait, tout le projet s'organisait en visio. Aujourd'hui, je suis toujours investie, mais la plupart des réunions se font en présentiel, donc mon investissement prend une autre forme puisque je ne peux pas me rendre à toutes les réunions du projet. Mais voilà, j'ai choisi ce projet parce que c'était le plus proche géographiquement. Et puis, de fait, notre prospection pour trouver un hôpital partenaire s'étale sur différents départements, le Morbihan et le Finistère. Et donc voilà, on se rapproche de moi un petit peu géographiquement. D'une façon ou d'une autre, ouais. Tu viens de nous parler juste avant du fait que tu avais dû mettre une sorte d'espace entre à la fois ton investissement au niveau politique par rapport au collectif national des maisons de naissance, par rapport à Tiguenel pour pouvoir vivre au mieux ton propre accouchement. Mais j'imagine également que le fait d'être investi dans le projet Tiguenel t'a aussi aidé à préparer ton accouchement. Oui, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? En quoi ça t'a aidé? Disons que j'avais des personnes très proches de moi qui deviennent des amis, qui sont des professionnels de l'accouchement physiologique, qui accompagnent en faisant de l'accompagnement global à la naissance depuis quelques années ou un bon paquet d'années, qui travaillent en plateau technique, qui m'ont aidé à mieux comprendre en fait à la fois les possibilités que j'avais, les droits, les choses que je pouvais choisir dans ce qui me restait de liberté de choix. Et puis ça a été des personnes avec qui j'ai pu aussi partager mes doutes, mes questionnements au moment où je dépassais mon terme, avec qui j'ai pu échanger sur la possibilité de refuser le déclenchement, parce que c'est un droit, je peux le refuser, j'aurais pu le refuser. Et j'ai été dans une réflexion un certain temps là-dessus, mais ce qui ensuite engage à décharger la maternité de toute responsabilité en cas de mort fétale, etc. Et donc c'est des passages qui sont très difficiles, je pense, à assumer en tant que jeune future maman face à une institution médicale. Mais du coup, c'était des discussions qui étaient ouvertes, qui étaient possibles grâce à ces personnes. Cette association, Tiguenel, tous les projets de maison de naissance, j'imagine, permet ce dialogue, ces échanges, cette compréhension, cette appropriation en fait des enjeux par les premières concernées. Et un dialogue hyper fécond en fait entre les deux côtés, les sages-femmes et les femmes accompagnées. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui où en est le projet Tiguenel, ce qui a été mis en place jusque-là, parce qu'on aura la joie de recevoir en invité une sage-femme qui nous répondra plus en détail là-dessus. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où en est le projet? Moi j'ai eu la joie de pouvoir m'investir dans beaucoup d'actions de sensibilisation à ces questions-là. On a notamment organisé plusieurs projections, dont une projection avec Chantal Birman sur un documentaire qui traitait de ses tournées à domicile, le documentaire À la vie, en sa présence à Lorient. Donc une salle de cinéma comble, des super échanges, des façons de faire changer de regard, d'informer sur les possibilités en fait en termes d'accouchement, en termes de suivi par les sages-femmes. Et puis on a travaillé depuis maintenant plusieurs années à rencontrer les hôpitaux partenaires, à créer du lien au niveau du territoire, à faire connaître et comprendre notre projet, du côté des hôpitaux, du côté de l'agence régionale de la santé, l'ARS en Bretagne, du côté aussi des élus de territoire qui sont concernés par les services qu'ils mettent à disposition, en tout cas qu'ils encouragent et qui soutiennent sur le territoire pour les habitants de leur territoire. Donc aussi bien les députés que les communautés de communes, agglomérations, villes. Je pense que ce qui nous a beaucoup apporté dans ces 3 années, c'est toute l'émulation autour du sujet, l'intérêt des gens qu'on rencontrait, l'intérêt auprès des citoyens, citoyennes lors des temps de sensibilisation, les échanges avec les équipes des
potentiels hôpitaux partenaires sont parfois enthousiasmants, parfois très décevants, parce qu'il y a des questions de moyens qui se posent, de disponibilité immobilière. La loi demandant que ce soit contigu aux maternités, c'est très difficile d'obtenir des locaux contigus aux maternités, en fait, pour accueillir un tel établissement. Donc voilà, et puis il y a des mentalités aussi, une vision, en fait, comme je le disais tout à l'heure, de la sécurité de l'accouchement, avec des lunettes de la pathologie, qui ont du mal à comprendre, en fait, ce qui est défendu et la sécurité qui est proposée, qui est apportée par la pratique en maison de naissance. Donc il y a encore un long chemin à faire, à la fois du côté de la compréhension, du côté des mentalités, et puis du côté des moyens qui sont mis à disposition et qui sont déployés pour permettre à ce genre de structure de voir le jour. En tous les cas, en attendant qu'un projet plus concret émerge, on fait un gros travail de sensibilisation sur ces sujets-là, et pour moi c'est déjà un travail énorme d'information et de sensibilisation. Oui, je pense que le pendant informatif est très important aujourd'hui pour le développement des maisons de naissance. Et on aimerait bien savoir ce que veut dire Tiguenel. Tiguenel, c'est du breton et ça veut dire maison de la mise au monde. C'est beau. Mais écoute, merci pour tout. On espère que tous nos éditrices et nos auditeurs comprendront qu'on peut s'impliquer en maison de naissance, quelle que soit finalement notre position, quels que soient nos moyens. Comme tu disais, avec nos compétences personnelles, avec nos projets de naissance, tout est bienvenu. Et que tout le monde comprendra bien à quel point ces engagements sont importants, qu'on soit finalement déjà engagé ou pas à des niveaux divers et variés. Le moindre petit soutien, même sans être un grand militant, c'est toujours très bienvenu parce qu'aujourd'hui il y a encore un grand chemin à faire, comme tu l'as dit tout à l'heure. On espère aussi que ton récit que tu nous as partagé permettra de montrer l'importance des structures proposant un suivi global, ou en tout cas proche de l'humain, à défaut d'être global, parce qu'en fait toi t'as réussi à combiner les deux, mais c'est pas toujours le cas. Mais dans une petite structure on peut avoir un accompagnement de proximité par rapport au projet de naissance, comme tu dis, si on prend le temps d'en discuter et de le partager, et du coup sur tout ce qui est de la possibilité d'accoucher physiologiquement, quel que soit le lieu. Et avant de nous quitter, on a une toute dernière question qu'on pose à tous nos invités. On aimerait savoir si tu as une petite astuce à partager pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement, à mettre dans leur valise de naissance. Alors, une astuce. Moi, je me souviendrai que le dernier mois, j'ai mangé une date tous les jours parce que on dit que ça aide à faire mûrir le col, donc j'ai mangé une date. T'attendais la date, alors en attendant tu mangeais les dates. C'est ça. Je mangeais des dates en attendant que la date arrive. Mais je crois que vraiment ce qui m'a le plus aidé, c'est les petits mantras. Tout à l'heure, je parlais de bouche molle, col mou, mais il y avait aussi plein de petites phrases que mon compagnon avait dans son cabas pour me les ressortir. Tu es en train de le faire, tu le fais. Plein de choses qui mentalement nous encouragent et qui sont comme des petites ritournelles qui nous bercent aussi dans l'intensité du moment et de la gestion des contractions. Merci pour cette astuce. Et merci aussi pour cet échange encourageant et pour la confiance que tu nous as accordée. On te souhaite une bonne continuation et on souhaite Projet Tiguenel de voir le jour rapidement. Merci à vous et bonne écoute à toutes les auditrices et les auditeurs de votre podcast. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt Raphaël. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.